Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc bienvenue dans cette session d'information sur les contrats doctoraux fléchés de l'Institut des Amériques, contrats qui seront donc au recrutement en 2026 pour la campagne qui vient de s'ouvrir. Donc bienvenue et merci pour votre intérêt pour ce dispositif de financement de la recherche doctorale au sein du GIS de l'Institut des Amériques. Nous allons donc dans cette session d'information vous livrer le plus d'informations utiles possible pour préparer vos dossiers de candidature, si vous êtes futur doctorant ou doctorante, ou pour accompagner ces doctorants et doctorantes si toutefois vous êtes par exemple directeur ou directrice de recherche pressentie. Nous allons donc essayer de vous faire comprendre l'environnement de l'Institut des Amériques dans lesquels s'insèrent ces contrats doctoraux, et puis aussi vous présenter de manière un peu plus spécifique les 4 contrats qui sont mis au recrutement cette année, donc pour des contrats 2026-2029, à savoir les pôles Montréal, République dominicaine, pôle andin Lima et Mexico de l'Institut des Amériques. On va commencer par un rapide tour de table. Nous allons donc nous présenter. Puis, je vous indiquerai le déroulement de cette session. Je précise rapidement avant le tour de table que cette vidéo est enregistrée, qu'elle sera donc disponible sur le site de l'Institut des Amériques, voilà, dans un délai raisonnable. Ce qui voilà, doit vous rassurer quant au fait peut-être que vous ayez à prendre des notes. Vous pouvez tout à fait revisionner cette vidéo. Et j'ajoute aussi, très important, cette vidéo 2026 qui sera disponible sur le site de l'Institut des Amériques a été conçue comme complémentaire à la session d'information 2025 qui est également disponible sous forme de vidéo sur le site de l'Institut des Amériques. Donc, sur certains points, nous passerons peut-être un peu rapidement puisqu'ils ont été plus longuement développés l'année dernière, mais je vous en avertirai le moment venu. Donc, je commence par me présenter, puis je passerai la parole aux autres membres de l'équipe Relations internationales de l'Institut des Amériques. Donc, pour ma part, je suis Laurence Cossu-Beaumont, professeure en études américaines, en études nord-américaines à l'Université Sorbonne Nouvelle et également vice-présidente de l'Institut des Amériques, plus particulièrement chargée au sein du bureau de l'IDEA du dossier RI et qui comporte donc ces 12 contrats doctoraux fléchés en mobilité dans les Amériques. Et c'est donc à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Je passe la parole au reste de l'équipe qui va se présenter. Bonjour, je suis Anouk Vinci, je suis chargée de coopération internationale au sein de l'équipe administrative de l'Institut des Amériques. Et donc, je me charge notamment d'accompagner les doctorants et doctorantes des pôles internationaux avec Luis Miguel, que je laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Luis Miguel Camargo, le responsable administratif adjoint et chargé de la coopération internationale également ici à l'IDEA. Très bien. Donc, nous sommes là tous les 3 pour présenter les informations et répondre à vos questions. Et donc, en matière d'introduction pour cette session d'information, je vais rapidement vous indiquer les points qui seront couverts. Donc peut-être on a une diapositive sommaire que nous allons afficher pour que vous puissiez suivre. Donc, suite à cette brève introduction pour rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse évidemment aujourd'hui, je vais donc parcourir pour ma part 2 points généraux assez rapidement. Donc, le point sur les objectifs de l'Institut des Amériques et puis le point sur les pôles internationaux qui correspondent aux contrats doctoraux qui sont mis au recrutement. Puis, Luis Miguel et Anouk parleront de l'appel à candidature, plus précisément pour 2026-2029. Et suite à cela, nous répondrons à vos questions que vous pouvez poser d'ores et déjà dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions
au fur et à mesure que certaines interventions demanderaient peut-être des éclairages plus poussés ou voilà, une explication plus claire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Nous les noterons, mais nous y répondrons seulement dans un temps voilà, qui est dédié à cela dans la deuxième moitié de cette session d'information afin parfois de regrouper certaines questions. Dernière chose que je voulais dire, eh bien j'oublie, sur les questions, bon non, nous sommes là pour répondre à toute question à l'issue de la session d'information. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous avons prévu une présentation liminaire d'environ une vingtaine de minutes, peut-être 25. Donc voilà, pour que vous puissiez aussi vous organiser et être rassurés sur le fait que nous avons prévu un temps suffisant pour répondre à toutes les questions. Voilà donc pour cette petite introduction et nous allons donc passer aux points qui sont affichés au sommaire, les objectifs, les pôles internationaux, présentation générale et structure du pôle que je vais aborder pour ma part à présent. Et donc à l'aide de la diapositive suivante. Merci. Donc, la première chose qui est très importante pour ces contrats doctoraux Institut des Amériques, c'est bien sûr de comprendre leurs spécificités et une de leurs spécificités, c'est qu'ils s'insèrent dans l'environnement, l'écosystème particulier de l'Institut des Amériques. Donc sur ce point, je vous renvoie aussi à la vidéo de janvier 2025 disponible sur notre site où nous avons consacré un temps un peu plus long que ce que je compte faire à présent, donc un temps un peu plus long à expliquer ce que c'est que l'Institut des Amériques et je vais donc être un peu plus rapide à présent. Je vais y consacrer quelques minutes seulement. Donc, l'Institut des Amériques, c'est un groupement d'intérêt scientifique, ce qu'on appelle un GIS, créé en 2027 et qui est porté par un certain nombre de partenaires différents qui apparaissent souvent dans la communication de l'Institut des Amériques, à savoir le CNRS, l'Université Sorbonne Nouvelle et le campus Condorcet, où se trouvent les locaux de l'Institut des Amériques. Et ce GIS, donc ce groupement d'intérêt scientifique, on peut peut-être l'appeler de manière plus simple un réseau de recherche qui fédère toutes les études en sciences humaines et sociales, qu'on appelle SHS, et donc j'utiliserai ce sigle dorénavant, donc toutes les études SHS sur les Amériques, et avec une visée de développer et de soutenir une approche qui est transaméricaine, donc qui essaie de valoriser les circulations, les échanges, les conversations entre les différents espaces dans les Amériques et qui est transdisciplinaire. Donc ça, il faut le dire, l'Institut des Amériques accueille des chercheurs et chercheuses qui développent des recherches dans tout le champ des SHS. Donc je ne peux pas citer tous les domaines et tous les champs, mais ça peut aller de la littérature comparée à l'histoire, aux sciences politiques, à l'anthropologie, au droit, à la géographie, etc. Et ceci est très important puisque dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui, vous êtes sans doute en train de projeter des projets de thèse pour des candidatures. Eh bien, il faut savoir que nous n'avons aucun avis préconçu, nous n'avons aucune exigence prédéterminante sur justement les champs disciplinaires dans lesquels peuvent se réaliser les thèses qui sont financées par l'Institut des Amériques. Donc voilà, cette représentativité de l'Institut des Amériques et de son réseau de recherche dans les sciences humaines et dans ses différentes disciplines, c'est aussi quelque chose qui se reflète dans les différentes thèses qui sont financées par l'Institut des Amériques et que je vous invite d'ailleurs à découvrir à l'aide des vidéos sur les courtes vidéos des doctorants et doctorantes actuellement financés par l'Institut des Amériques et vous verrez que la représentativité est tout à fait importante et très ouverte. Sur cet Institut des Amériques, donc vous le voyez sur la diapositive à droite, en fait, ce réseau
est donc constitué par des institutions qui sont membres de l'Institut des Amériques. Ces 61 institutions sont donc essentiellement des universités et elles représentent en leur sein 250 unités de recherche et plus de 1000 chercheurs et chercheuses. Et le financement qui va vous intéresser plus particulièrement, donc le financement global de l'Institut des Amériques est apporté par donc, les porteurs qui sont représentés sur la diapositive, CNRS, Université Sorbonne Nouvelle et Campus Condorcet, mais aussi par des financements pérennes, annuels, du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ça concerne tout particulièrement donc les 12 contrats doctoraux, mais aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce qui va être très important aussi pour un certain nombre de missions que l'Institut des Amériques se donne. Ces missions dont on va pouvoir parler maintenant sous la forme des objectifs de l'Institut des Amériques, qui sont directement liés justement à son socle et à tous les partenaires qui le portent. Donc, eh bien, l'Institut des Amériques, l'IDEA, se donne 3 objectifs, donc qui sont très importants. Et là encore, je fais le lien avec la manière dont vous êtes peut-être en train de vous projeter dans la préparation d'un dossier de candidature. Ces 3 objectifs de l'Institut des Amériques, ils s'alignent parfaitement avec les objectifs que nous donnons et dont nous avons des attentes par rapport à ces objectifs, également pour celles et ceux qui seront titulaires d'un contrat doctoral de l'Institut des Amériques, qui vont eux aussi et elles aussi porter ces objectifs dans les pôles internationaux dans lesquels ils seront en mobilité. Donc ces 3 objectifs qui sont les suivants et qui s'affichent, et je ne vais pas les détailler, mais cette idée justement de décloisonner les disciplines, c'est l'objectif numéro 1, de favoriser des dialogues, des conversations qui ne vont pas de soi entre les disciplines des SHS, entre les espaces américains, entre les générations de jeunes chercheurs et chercheuses et les chercheurs-chercheuses plus confirmés, et entre des établissements qui peuvent être donc les établissements en France dans lesquels on est rattaché et les établissements à l'étranger, par exemple, où on est en mobilité. Donc ça, c'est quelque chose qui incombe absolument aux doctorants et doctorantes qui sont en contrat. De même que l'objectif numéro 2, renforcement de la coopération scientifique, bien entendu, quand on est en mobilité. On est cet intermédiaire entre les institutions qui sont nos partenaires dans les Amériques et toutes les institutions membres de l'Institut des Amériques en France. Et puis enfin, bien sûr, donner de la visibilité à ces travaux de recherche en organisant un certain nombre d'événements, en participant à des publications. Ça, c'est plus pour l'Institut des Amériques, bien sûr, que pour les doctorants et doctorantes. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'organisation d'événements de recherche qui permettent de valoriser la recherche américaniste, et on le voit dans l'objectif numéro 3 aussi, une note à se faire, et quelque chose auquel il convient de réfléchir lorsqu'on prépare un dossier de candidature, c'est de réfléchir aussi à l'ouverture possible sur des publics plus larges et des publics non universitaires. Donc là encore, un objectif de l'Institut des Amériques, mais qu'il est bon de prendre en compte lorsqu'on est doctorant ou doctorante financé par l'Institut des Amériques. Donc ces 3 objectifs, eh bien, ils sont en fait donc immédiatement transférables, si je puis dire, aux 12 pôles internationaux que je vais maintenant présenter, puisque l'Institut des Amériques, c'est donc ces 61 institutions membres, c'est donc ces 1000 chercheurs et chercheuses qui sont donc en poste en majorité en France, mais c'est aussi, et vous êtes intéressés par cela au premier chef, donc l'Institut des Amériques, c'est aussi sa spécificité, c'est aussi 12 pôles internationaux dont on le voit ici, qui sont répartis sur l'ensemble des espaces nord-américains, sud-américains et aussi d'Amérique centrale et de l'espace caribéen. Et donc ces 12 contrats doctoraux, ce sont à la fois 12 contrats doctoraux, si on connaît l'écosystème universitaire français, disons,
traditionnel, dans le sens où ce sont 12 contrats doctoraux financés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, exactement au même titre que les contrats doctoraux qu'on peut obtenir dans les universités. Donc c'est le même contrat et le même socle financier et juridique. Mais à ceci près, et c'est donc la différence avec les contrats doctoraux qui sont portés et donnés aux universités, aux écoles doctorales, c'est que ces contrats doctoraux se réalisent en mobilité dans les Amériques. Donc ça, c'est évidemment la spécificité et certainement, très certainement, celle qui vous intéresse pour cette candidature. Donc, les contrats doctoraux de l'Institut des Amériques permettent la réalisation d'une thèse en mobilité dans les Amériques, donc au plus près du terrain de recherche, au plus près des archives, le cas échéant, au plus près des personnes à interroger, selon évidemment les périmètres et les méthodes de la thèse. Et l'autre spécificité, donc les contrats doctoraux se réalisent dans les Amériques. Et deuxième point, ces contrats doctoraux sont associés à une mission de recherche. Donc, il y a un véritable contrat avec une mission d'animation de la recherche à réaliser durant les 3 années de la part du doctorant ou de la doctorante qui signe ce contrat, puisqu'il ou elle devient donc coordinateur ou coordinatrice du pôle international. Donc voilà, ce vocabulaire est celui qu'on utilise à l'Institut des Amériques. On est doctorant ou doctorante, mais on est aussi coordinateur ou coordinatrice d'un pôle international, celui sur lequel on a été recruté et celui dans lequel on est en train d'effectuer sa mobilité. Donc, grâce à un budget de fonctionnement qui est alloué par l'Institut des Amériques, mais parfois aussi des cofinancements. Donc ça, c'est le travail de la recherche qu'on découvre en tant que doctorant, doctorante, en tant que coordinateur, coordinatrice. Grâce à un budget de fonctionnement, mais aussi parfois des cofinancements, ces coordinateurs et coordinatrices organisent des événements de recherche ou des événements grand public, organisent des rencontres. Ça a pu être le cas par le passé aussi, c'est très varié. Donc là, je ne peux pas être exhaustive, mais par exemple, un podcast ou bien un festival, encore un séminaire croisé avec des participants français et des participants locaux du pôle international. Voilà, la liste est longue et l'exigence du contrat doctoral, c'est de réaliser une animation scientifique, mais par contre, la créativité reste tout à fait possible. Ceci dit, il y a donc un accompagnement que je vais présenter aussi dans un instant. Et donc, avant de passer à la diapositive suivante, je vous invite à jeter un œil à cette carte et à voir comment, dans cette perspective transaméricaine, le pôle pour lequel vous êtes intéressé cette année en 2026, donc Canada, Mexique, Caraïbes ou Andin-Lima, peut aussi entrer en interaction avec différents autres espaces des Amériques qui sont présents dans cette carte des pôles internationaux de l'Institut des Amériques. Mais nous pouvons passer à la diapositive suivante, qui est donc tout à fait liée aux missions d'animation scientifique et de réalisation de la thèse en mobilité que je présentais dans la diapo précédente. En effet, on peut s'inquiéter, on peut s'inquiéter ou se poser des questions dans la manière de se projeter dans une thèse qui se fait en dehors de la France, en mobilité, loin de son université d'inscription et de sa communauté peut-être habituelle française. Et d'autre part, on peut aussi peut-être s'inquiéter lorsqu'on est candidat ou candidate, en tout cas se poser des questions sur mais comment faire une animation scientifique quand ça n'a pas encore été dans vos fonctions, dans votre parcours précédent, ce qui est tout à fait normal. Et bien pour cela, le pôle international, et c'est l'importance de cette diapositive, vous devez comprendre qu'il s'insère véritablement dans tout un ensemble, tout un accompagnement. Et donc, le doctorant ou la doctorante qui devient coordinateur ou coordinatrice, vous le voyez, c'est le cadre orange qui est au centre de ce petit diagramme, doit réaliser sa thèse et également proposer une animation scientifique. Mais pour cela, il ou elle n'est donc pas isolé.
Tout d'abord, il ou elle est accompagné par le réseau Institut des Amériques et en premier chef par l'équipe ERI que vous découvrez ici, à savoir moi-même, Anouk et Luis Miguel. Nous sommes des interlocuteurs constants des coordinateurs et coordinatrices lorsqu'ils sont en mobilité et également lorsqu'ils sont de retour en France au cours de leur contrat. Et puis, je donne un autre exemple pour aller assez vite. Le réseau IDEA, c'est aussi un référent ou une référente Institut des Amériques, donc un ou une chercheur-chercheuse en France qui est plus particulièrement chargé de suivre le pôle. Donc cette personne est un très bon contact pour le doctorant ou la doctorante, pour voilà, demander des conseils sur l'animation scientifique, car évidemment ce chercheur ou cette chercheure connaît à la fois très bien l'IDEA, l'environnement français, mais souvent a aussi un lien privilégié avec le pôle international. C'est un endroit où il ou elle a vécu, fait des recherches. Donc en cela, cette personne est un accompagnant très important. Et puis bien sûr, deuxième cadre à la droite du diagramme, le doctorant, la doctorante reste bien entendu accompagné par sa direction de thèse. Et puis, il faut le savoir, lorsqu'on devient doctorant ou doctorante en France, on est aussi inséré dans une communauté locale de son université au travers du laboratoire de recherche qu'on rejoint et de l'école doctorale où on est amené à rencontrer les autres doctorants et doctorantes de son université. Et ça, c'est une communauté importante, un vivier en quelque sorte, pour puiser aussi dans l'animation scientifique. Voilà, ça c'est une simple suggestion. Et enfin, dernier volet de l'accompagnement, pour montrer l'encastrement du contrat doctoral et le fait que les personnes en mobilité ne sont pas isolées, eh bien, on est bien entendu accompagné localement dans son institution d'accueil dans les Amériques, par un référent ou une référente locale. Donc cette fois, c'est un collègue, chercheur ou chercheuse, qui vit dans l'espace américain où se trouve le pôle, et qui va accompagner l'arrivée, l'accueil, l'insertion du doctorant ou de la doctorante, et qui va aussi accompagner sa découverte des partenaires locaux, la pertinence des animations à proposer, les attentes aussi locales, et donc voilà, son insertion localement dans le pôle qu'il ou elle va découvrir. Et puis, c'est aussi ce référent local, quelqu'un qui peut servir de conseiller ou conseillère pour voilà, les propositions d'animation scientifique qui vont être développées par ce coordinateur ou cette coordinatrice localement. Voilà, pour ne pas prendre plus de temps, je vais me contenter d'insister sur cet isolement qui n'est pas qu'on essaye évidemment d'éviter à tout prix, et la réalité de l'insertion dans finalement un écosystème qui peut paraître assez complexe, mais qui apporte une certaine un entourage et des éléments de conseil pour accompagner au mieux ce contrat. Ce qui veut dire aussi, et j'aimerais conclure là-dessus, c'est très important, qu'il y a donc un certain nombre d'exigences de la part de tous ces partenaires, à la fois dans l'université française, à la fois au sein de l'IDEA et à la fois dans l'institution d'accueil, un certain nombre d'exigences du coordinateur ou de la coordinatrice qui ne doit pas travailler de manière isolée et penser, pour le dire vraiment de manière peut-être stéréotypée, penser que ce financement Institut des Amériques est simplement un financement pour faire sa thèse de manière isolée, sans participer à ce réseau qui vient de vous être présenté. Donc c'est très important de comprendre cela au moment de se projeter dans la procédure de candidature, comme vous êtes sans doute en train de le faire. Donc, peut-être un dernier point aussi pour rassurer, sans lire tout ce qui se trouve sur la gauche, il y a aussi une formation qui est dispensée à celles et ceux qui sont titulaires et qui remportent le concours de ces contrats en 2026, comme chaque année. Donc, cette formation a lieu la dernière semaine de juin. Enfin, cette année, c'est la semaine du 22 juin 2026. Une formation sur 3 jours complets en présentiel à l'Institut des Amériques, où justement sont données à celles et ceux qui auront été recrutés toutes les clés pour bien réussir leur installation, accompagnement sur les procédures de visa, pour bien réussir leur projet d'animation scientifique, avec donc des discussions, notamment avec les coordinateurs et coordinatrices de pôle
déjà en poste, qui viennent partager leur expérience. Donc voilà, sans détailler évidemment toute la formation, j'ajoute que c'est quand même un moment très important pour lancer le contrat et encore mieux accompagner celles et ceux qui s'apprêtent à partir dans les Amériques pour y réaliser ce contrat doctoral. Là encore, certains éléments peuvent être utiles dans la vidéo de 2025, donc n'hésitez pas à également aller y jeter un œil. Il y a des chapitrages qui vous permettent aussi de cibler plus directement les informations qui vous intéressent. Voilà pour ma part. Est-ce que j'enchaîne sur les spécificités de chaque pôle très rapidement, donc ou non, je vais laisser la parole plutôt à Anouk et Luis Miguel dans la diapositive suivante sur voilà, des éléments d'information sur la procédure de candidature en 2026. Merci Laurence. Rapidement, donc il y a déjà quelques questions sur le FAQ, sur les questions et réponses. Donc, pour la première question qui a été posée, n'hésitez pas à regarder les critères d'éligibilité parce que la réponse se trouve juste là. Donc, l'appel concerne les étudiants qui ne sont pas encore inscrits en doctorat et qui envisagent d'inscrire ou qui ont pour projet d'inscrire dans l'une des institutions membres de l'IDEA. La liste, vous la trouverez dans le lien que je viens de vous partager. Et pour les deux questions suivantes, pareil, les questions-réponses, vous les trouvez aussi dans une section de la session d'information. Vous verrez que la question de la nationalité est indiquée. Il n'y a pas de critères de nationalité. L'important, c'est le rattachement à une université membre de l'IDEA. Et enfin, pour l'autre question que j'ai eu l'occasion de lire pour l'instant, il est possible de postuler à un terrain situé dans un autre pays, mais il faut que ça puisse être justifié. Donc, pour l'année en cours, une thèse dans les consuls paraît plus difficile à justifier. L'appel au consul a été lancé l'année dernière, donc il sera rouvert du coup d'ici 2 ans. Donc, c'est plus compliqué d'envisager pour le pôle Caraïbes, par exemple, de faire une thèse portant sur l'Argentine. Voilà, donc justement, donc on est précisément, on va parler précisément des critères d'éligibilité. Vous les avez également sous les yeux et dans les liens qu'on vient de vous envoyer. Mais donc, l'autre élément important, c'est et qui est examiné par les jurys et par les examinateurs externes, c'est évidemment l'excellence du parcours du ou de la candidate et également la rigueur et l'originalité du projet de thèse. Donc, d'autres éléments pourront être tenus en compte, comme les capacités d'adaptation, les sens de l'organisation, qui est rendu visible via vos engagements, via vos activités, les activités auxquelles vous avez participé ou que vous avez organisées, parce que ça va du coup permettre au jury d'évaluer votre capacité à travailler de manière autonome, non seulement dans le cadre de la thèse, mais aussi dans le cadre de l'animation du pôle qui se fera, comme le disait Laurence, principalement autour de vos sujets ou vos disciplines de recherche. Et évidemment, la connaissance de pays ou de lieux et par différents moyens de pays auxquels vous allez candidater ou de la région à laquelle vous allez y aller et sans doute la maîtrise de la langue du pays de destination. Donc ça, il y aura une question sans doute pour les présélections, pour les sélections, pour les auditions qui sera posée dans cette langue. Évidemment, si vous maîtrisez une autre langue des Amériques, ce sera toujours un atout pendant ces processus. Enfin, petit rappel, donc les disciplines, parfois nous avons reçu des questions concernant les disciplines des SHS. Qu'est-ce qui est considéré comme discipline des SHS? Donc, les sciences humaines et sociales, parfois les gens se posent la question pour certaines disciplines qui sont un peu à cheval ou qui sont, par exemple, on a reçu une question sur l'ergonomie. Et donc, la réponse qui a été apportée, c'est que d'abord, ça va dépendre de l'université dans laquelle vous êtes rattaché
il faut que votre thèse soit faite dans une école doctorale de sciences sociales humaines. C'est ça le plus important. Donc, si l'ergonomie, dans certains facs, on a pu le voir, université, elle est rattachée plutôt, donc le parcours est plus centré sur les sciences humaines et sociales, et on voit que les projets de recherche, il est vraiment fait sur la base des disciplines, des connaissances, des méthodes des sciences sociales et humaines. C'est tout à fait éligible. En revanche, si l'ergonomie, en l'occurrence, est située dans une faculté d'ingénierie, parce que c'est l'une d'autres disciplines concernées, ou des sciences de la santé, et que le lien avec les sciences humaines et sociales n'est pas évident, bah, le dossier ne sera pas éligible à cet appel. Et le dernier élément, vous pouvez le lire par vous-même, c'est la rémunération, et la rémunération définie par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc qui a été révalorisée ces dernières 4 années, donc à l'avantage, et et s'élève aujourd'hui à 1er janvier 2026 à 2300 euros bruts, si ma mémoire est bonne. Et on invite souvent les directions de thèse à négocier un complément de service pour avoir un salaire complémentaire auprès de l'université de rattachement. Ça peut se faire soit pour des actions de valorisation de la recherche en coopération internationale, soit avec une charge d'enseignement classique. Donc, et ça, c'est la direction de thèse en dialogue avec nous qui peut faire ces demandes auprès de l'université une fois, évidemment, la convention entre l'IDEA et cette université aura déjà été validée au cours des signatures. Merci, Luce Miguel et Laurence. Donc, je vais continuer sur la partie procédure. Donc, c'est aussi une partie sur laquelle les candidats et candidates ont souvent beaucoup de questions. Si vous avez regardé la vidéo de la session d'information 2025, vous remarquerez que la procédure et le dossier de candidature est pratiquement le même. On a précisé cette année que dans la lettre de motivation qui fera partie de votre dossier, il fallait parler de votre projet d'animation scientifique du pôle. Donc la plupart des candidats et candidates le faisaient, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc pour clarifier, on le dit le plus clairement possible ici. Il faut bien sûr que vous parliez de vos motivations de façon générale pour postuler sur les contrats doctoraux fléchés de l'Institut des Amériques, mais il faut aussi que vous donniez des premières idées ou des pistes de réflexion en cours pour l'animation du pôle, puisque ce sera également pris en compte au moment de la sélection par le comité. Pour le reste du dossier, c'est, il me semble, assez classique. Donc la fiche de renseignement qui est disponible sur la plateforme de candidature doit être remplie en français et dans la langue du pôle. Donc cela inclut le projet de thèse notamment, et on le souligne ici, et doit être signé. Souvent, il y a des interrogations aussi sur les signatures parce que au-delà d'un engagement de la part d'une potentielle direction de thèse, on vous demande aussi une signature du responsable de l'école doctorale à laquelle vous seriez rattaché. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que cette école doctorale s'engage à vous donner un contrat, puisque vous postulez bien au contrat doctoral fléché de l'Institut des Amériques, mais cela veut dire que votre école doctorale s'engage à vous faire un contrat si vous obtenez le financement de l'Institut des Amériques. Donc c'est une signature qui est importante, et c'est aussi le important de s'être représenté et d'avoir indiqué à votre potentielle école doctorale que vous postuliez au contrat de l'Institut des Amériques. Donc voilà, donc très important qu'il y ait toutes ces signatures. Une autre question que l'on reçoit souvent, c'est celle des notes du master en cours. Évidemment, pour le deuxième semestre, puisque notre appel clôture le 1er mars, vous ne pourrez pas nous donner les notes du semestre en cours. Donc ce n'est pas un problème, vous nous donnez les notes que vous avez, en général jusqu'au semestre qui vient de se terminer, donc le second semestre 2025. S'il y a un problème de ce point de vue-là,
vous pouvez nous écrire et une des solutions envisagées est celle de demander une attestation de notes de la part de la personne responsable de votre master, par exemple, si le relevé de notes officiel ne vous a pas encore été transmis. Et pour terminer, un autre point de ce dossier qui peut parfois interroger, c'est la question de la lettre d'accueil d'un chercheur ou d'une chercheuse de l'institution à l'étranger. Donc c'est effectivement quelque chose que l'on recommande puisque cela nous démontre que vous avez initié un contact auprès de l'institution d'accueil. Donc une personne qui atteste avoir pris connaissance de votre projet, être intéressé pour vous recevoir. C'est libre, ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie des points qui seront aussi pris en compte par le comité de sélection. Enfin, un point très pratique, donc toute cette liste que vous avez sur le diaporama doit nous être transmis en un seul et même document PDF. Donc ça peut sembler anecdotique, mais c'est important pour nous, pour la gestion des candidatures. Donc tous ces documents doivent nous être envoyés dans un PDF fusionné d'ici le 1er mars 2026 à 23 heures. Je ne sais pas si Laurence, tu veux dire un mot des pôles qui apparaissent sur la carte, donc je te Oui, laisse la parole. je vais me permettre de prendre encore quelques minutes et même si je vois qu'il y a beaucoup de questions très intéressantes, donc je vais très rapidement dire un mot sur la spécificité de chacun de ces 4 pôles afin que vous puissiez, dans le cadre de la préparation d'un dossier de candidature, bien vous projeter. Par exemple, dans quel type d'animation scientifique vous pouvez imaginer, hein, bien sûr, ça n'est pas contractuel, c'est à rediscuter ensuite, mais aussi par rapport aux conditions de vie et au financement éventuel de ce contrat de 3 ans, car même s'il y a un financement contrat doctoral, ça peut nécessiter un certain nombre de compléments. On en a parlé avec, par exemple, le fait d'enseigner un petit peu à côté. Donc, tout ça est à bien réfléchir. Donc, je vais commencer par le Canada. À l'Université de Montréal, nos partenaires encouragent très fortement la mise en place d'une co-tutelle. Donc ça, pour celles et ceux qui sont intéressés par le Canada, il convient vraiment d'y réfléchir et d'en discuter avec le directeur, la directrice de thèse pressentie et de revenir vers nous éventuellement hein, si vous avez d'autres questions. Mais une co-tutelle présente un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire qu'il y a une inscription à la fois en France et donc à l'Université de Montréal. Il y a donc une co-direction avec 2 chercheurs-chercheuses qui encadrent la thèse dans ces 2 institutions et ensuite la thèse sera reconnue dans les 2 endroits. Cela nécessite de s'inscrire donc à l'Université de Montréal et ceci a un coût. Donc selon nos calculs, mais là encore tout cela reste à discuter et à voir au cas par cas, mais selon nos calculs réalisés avec nos partenaires à l'Université de Montréal et avec le calculateur des droits de scolarité qui est mis à disposition sur le site de l'Université de Montréal, cela reviendrait à environ 5 400 € pour l'ensemble des 3 années. Donc, chose que l'Institut des Amériques ne peut absolument pas financer. Donc, si toutefois, c'était un projet qui vous intéressait, c'est quelque chose qu'il convient de bien préparer en amont. Maintenant, je le dis très clairement, ces co-tutelles sont très encouragées. Elles seront d'ailleurs très encouragées en France aussi, mais elles ne sont en aucun cas obligatoires pour présenter le dossier de candidature. Hein. Ça, c'est très important. Et d'autre part, il est aussi possible de monter cette co-tutelle une fois le contrat obtenu. L'Université de Montréal se dit prête à attendre. Donc, j'essaie de retrouver dans mes notes. Le montage de la co-tutelle peut être fait après le recrutement dans le contrat doctoral Institut des Amériques. Par exemple, à l'automne 2026. Donc, il y a aussi le temps d'envisager ces options et son financement. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par le contrat Canada, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Ensuite, la spécificité très rapidement du pôle Mexique et Andin-Lima, j'en parle ensemble parce que leur spécificité est commune, à savoir que l'institution d'accueil
et ce qu'on appelle un UMIFRE. C'est donc une unité mixte de recherche à l'étranger. C'est en fait, pour le dire vraiment le plus simplement possible, un laboratoire CNRS, une unité de recherche CNRS délocalisée à l'étranger. Donc on est quand même accueillis au sein d'un environnement plutôt français qui a pour vocation, comme l'Institut des Amériques et comme le coordinateur et la coordinatrice finalement, de diffuser la recherche américaniste française à l'étranger, hein, dans le pôle, et de fonder ou solidifier des collaborations, des partenariats, hein, locaux et français. Donc cet accueil dans un UMIFRE, hein, qui est donc le CEMCA pour Mexico et l'IFEA pour Lima, représente quelque chose de commun qui donne lieu d'ailleurs à des collaborations éventuelles. Je vous invite notamment à aller voir ce que les coordinateurs et coordinatrices précédents ont pu faire autour, par exemple, des journées des jeunes américanistes. Donc ça, c'est un exemple d'animation de la recherche que vous pouvez découvrir sur notre site. Et enfin, dernier point, le plus rapidement possible, et n'hésitez pas à poser des questions, hein, s'il y en a. Sur le pôle Caraïbes, la spécificité est donc un double accueil. Vous le voyez, hein, un accueil dans 2 institutions qui sont donc la Fund Globe d'une part et la Flasco d'autre part, que je vous invite à découvrir, hein, qui sont, là encore pour le dire très simplement et peut-être en simplifiant un peu, des instituts de recherche, hein, des institutions de recherche, toutes les 2, hein, qui, en sciences sociales, qui ont pour vocation, hein, de développer des formations, mais aussi de l'animation scientifique, hein, sur donc les périmètres et les espaces concernés. La République dominicaine, l'espace caribéen en général. Et donc, voilà, cette double inscription oblige aussi à s'adresser à 2 partenaires et à essayer de répondre, hein, aux attentes et à collaborer avec 2 partenaires différents. J'ajoute une dernière chose sur ce pôle caribéen. Toute la zone Caraïbe, étant à la fois francophone, anglophone, hispanophone, est un espace évidemment tout à fait opportun pour travailler en perspective translinguistique, transculturelle, un transespace. Autrement dit, on n'est pas obligé de travailler strictement sur la République dominicaine, bien évidemment, mais j'attire aussi votre attention sur les défis éventuels qu'il y a à circuler, à être mobile d'un espace à l'autre de la zone caribéenne. Et j'attire aussi votre attention sur les exigences de nos partenaires en République dominicaine qui souhaitent quand même avoir une présence du coordinateur ou de la coordinatrice, voilà, qui soit quand même de longue durée, et des animations qui soient aussi faites au service de ces 2 institutions qui accueillent. Donc voilà, il y a là un équilibre à trouver, mais je vous rappelle que je vous ai présenté tout l'environnement qui accompagne le coordinateur et la coordinatrice, donc les référents, les équipes IDEA et les équipes locales, qui vous aident aussi, bien sûr, à déterminer l'équilibre idéal entre une thèse qui pourrait être sur d'autres espaces que spécifiquement la République dominicaine, mais aussi les attentes en matière d'animation scientifique des partenaires. Donc voilà pour ces petites précisions très rapides qui peuvent donner lieu bien sûr à des questions. Et je pense que nous allons maintenant, donc avec Luis Miguel et Anouk, peut-être parcourir les différentes questions qui ont été posées et y répondre chacun d'entre nous, hein, selon nos compétences et notre retour d'expérience plus particulier. Simplement, très rapidement, vous avez sur cette dernière slide le calendrier de l'appel à contrats doctoraux, qui une nouvelle fois ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. Donc à noter, les résultats officiels sont transmis en juin, donc fin mai parfois, mais donc plutôt en juin. Et donc la formation, comme le disait Laurence, aura lieu entre le 23 et le 25 juin 2026 sur le campus Condorcet, dans les locaux de l'Institut des Amériques. Donc c'est une information à avoir en tête. En ce qui concerne les auditions, on vous précise bien ici qu'elles ont lieu en distanciel, donc pas d'inquiétude si vous ne résidez pas en région parisienne. Toutes les auditions auront lieu en distanciel en mai. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. Je voudrais ajouter simplement que le jour de la clôture
au lendemain de la clôture de l'appel. Et la composition du jury, de comité de sélection de ces contrats doctoraux fléchés sera indiquée sur le site de l'appel, sur la page institutionnelle de l'Institut des Amériques. Donc concernant les questions, donc il y en a beaucoup. On va, répondre, peut-être, à certaines questions de façon groupée puisqu'il y en a qui se recoupent et une nouvelle fois, on vous invite vraiment à aller, voir la vidéo de la session d'information 2025 qui est, en plus donc enfin chaque qui est fractionnée, donc vous pouvez retrouver très facilement, les réponses à votre question, précise. Hem la première question que je vois ici et à laquelle on n'a pas répondu, c'est, concernant les crédits et les formations obligatoires, de l'école doctorale. Comment les valider si, on vit à l'étranger, pour le terrain? C'est à discuter avec votre école doctorale. Il faut quand même prendre en compte que, vous n'êtes pas, dans le pôle pendant les 3 années. Donc la plupart de nos doctorants et doctorantes, font les formations obligatoires pendant que, ils et elles sont en France. Pour certains aussi, ils valident des crédits par, l'animation scientifique qu'ils font, au sein du pôle, Hem, donc comme le disait, Luis Miguel, certains de nos doctorants et doctorantes valident des crédits par, l'animation scientifique, et les activités qu'ils organisent, à l'étranger puisque, cela fait aussi partie de la valorisation de votre université de rattachement, à l'étranger et donc, profite également, à votre université, en France. Je précise que la formation, de juin 2026, dispensée par Institut des Amériques peut aussi, vous permettre de valider des crédits et donc on vous fera parvenir pour cela, une attestation suite à la formation. Hem une seconde question sur, le volume horaire et le temps dédié à l'animation scientifique. Je vais le passer très rapidement parce qu'on en a déjà parlé. C'est globalement quelque chose qui se négocie, avec, donc à la fois votre référent ou référente IDEA et l'institution d'accueil sur place, vos référents, locaux. Puisque, donc c'est un tout je on n'a pas de règles, on va dire, spécifiques. Ça peut dépendre aussi des années. On a des doctorants et doctorantes qui, dédient beaucoup de temps à l'animation scientifique la première et la deuxième année de leur contrat et en troisième année se dédient plutôt à la rédaction de la thèse, et donc ralentissent. Hem, Ce sont des décisions qui sont prises en négociation et en discussion avec votre direction de thèse, l'Institut des Amériques et l'institution, d'accueil, dans les Amériques. Ce que l'on préconise, c'est, de discuter, ces sujets et d'établir ensemble un calendrier d'animation scientifique qui convienne, à toutes les parties. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait au moins, une, activité, par, an, dans votre pôle et qu'il y ait au moins une activité, sur la durée de votre contrat qui ait lieu au sein de votre institution d'accueil. Voilà pour les exigences, ensuite, il y a beaucoup de questions sur, la possibilité de postuler, sur un pôle, ou un autre, de postuler sur, un pôle même si, son terrain de recherche ne se situe pas, au même endroit que l'institution d'accueil. Je vais peut-être laisser Laurence, répondre à cette question. Oui, alors merci beaucoup Anouk. J'essayais de noter aussi, d'autres questions pour y répondre de manière groupée. Donc là, on est sur la question de le terrain de recherche n'est pas dans le pôle? Oui, donc écoutez, ça arrive, vraiment très régulièrement, dans des grands espaces, qui peuvent être comme, le Brésil, ou les États-Unis, par exemple, ou au contraire, dans des espaces plus réduits où, les doctorants et doctorantes travaillent de manière transfrontalière et effectivement effectuent, une recherche de terrain qui est même dans un autre pays, d'Amérique centrale, par exemple. Donc ça n'est pas, impossible, mais cela présente
présentent des défis supplémentaires, puisque, il faut bien gérer à la fois, sa présence, sur place pour, proposer une animation scientifique qui soit quand même ancré dans le pôle, puisque nos partenaires à l'étranger attendent cette part du contrat, et puis pouvoir s'éloigner de la ville de résidence lorsqu'on va mener ces recherches et donc une nouvelle mobilité. Ceci présente aussi des défis liés au financement. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus et je vais y répondre. C'est évident que si on doit mener des recherches en dehors de la ville où on réside dans les Amériques, cela nécessite des financements supplémentaires. Ces financements existent. Il faut donc peut-être que je peux dire un mot maintenant des financements. Côté Institut des Amériques, vous avez un contrat doctoral avec ce revenu mensuel qui a été décrit précédemment. Il y a également un forfait annuel pour l'animation scientifique. Et il y a également, sur la durée des 3 années, un aller-retour France-Pôle international qui est alloué. Un seul aller-retour sur les 3 années. C'est lié aussi à des contraintes budgétaires qui sont les nôtres. Et donc, les autres financements doivent effectivement être trouvés par les doctorants et doctorantes, ce qui est, je vais le dire vraiment sans cynisme, ce qui est aussi l'exercice de la recherche et ce que font les enseignants-chercheurs en permanence, trouver des financements pour financer leurs recherches personnelles et leurs animations scientifiques. Mais pour cela, vous êtes accompagnés. Donc, il y a des financements qu'on peut trouver auprès de son école doctorale, de son laboratoire, et puis aussi localement avec les partenaires locaux qu'on aura trouvés. Il y a aussi la possibilité, là je vais passer à un volet un peu plus personnel, puisque pas mal de questions ont été posées là-dessus. Donc sur les dépenses personnelles, donc l'Institut des Amériques n'est pas en mesure de donner des aides pour ce qui est hébergement. Donc ça, effectivement, il appartient aux personnes en mobilité de se loger sur place. Bon, pour cela, on met à votre disposition un réseau, et c'est très important, notamment la correspondance avec les anciens coordinateurs et coordinatrices qui donnent un certain nombre de conseils et bien sûr les partenaires locaux. Donc tout à l'heure, j'ai vu une question dans le chat sur le référent. Donc le référent local et le référent Institut des Amériques qui, je vous le rappelle, ce référent Institut des Amériques, bien que basé en France, connaît bien le pôle, y a souvent vécu, qui vous sont attribués, ce n'est pas à vous de les trouver, peuvent aussi dispenser un certain nombre de conseils. Mais pour compléter ces revenus, puisque la question a été posée sur le droit à travailler, dans le cas d'un contrat doctoral, on peut effectivement effectuer ce qu'on appelle un complément de service et donc, par exemple, enseigner un semestre en France dans son université d'inscription, ce qui permet de compléter le revenu du contrat doctoral. Et bien entendu, dans ces cas-là, il est tout à fait accepté que cette règle qui reste quand même une règle assez, c'est vraiment indicatif. Quand on dit qu'il faut passer 8 mois environ dans le pôle international, c'est quand même sujet à discussion, à réflexion avec l'ensemble de ceux qui vous accompagnent dans le contrat doctoral. Bien entendu, si les conditions financières font qu'il est tout à fait souhaitable, voire impératif d'enseigner un semestre en France, c'est évident que cette année-là, vous ne passerez pas 8 mois dans le pôle international. Ce n'est pas un problème. Donc, c'est quand même beaucoup du cas par cas et des propositions que vous faites et qui sont plus ou moins, qui vont être considérées comme satisfaisantes ou pas. Toujours dans un esprit de dialogue, bien sûr, avec celles et ceux qui vous accompagnent, à la fois à l'Institut des Amériques, dans votre université d'inscription et aussi dans l'université d'accueil. Lorsque vous êtes de retour en France, vous n'avez pas d'obligation à être sur le campus de Condorcet dans les locaux de l'Institut des Amériques, puisque je vois que la question a été posée. Vous y êtes les bienvenus, toujours. On est ravis de vous y accueillir, mais ce n'est pas une obligation. Peut-être maintenant certaines questions sur la candidature. Donc,
Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas vous répondre sur des sujets de recherche. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on est capable de faire parce que les sujets de recherche, les dossiers de recherche sont évalués véritablement par un comité. Et donc, ce côté collectif, collégial est très important. Donc, ce n'est pas à nous trois ici présents de nous prononcer sur la recevabilité autre, je dirais, qu'administrative. Donc, si vous avez des questions là-dessus sur les pièces, OK, mais sur le contenu scientifique, c'est pas quelque chose sur lequel on va se prononcer aujourd'hui. Par contre, j'ai vu des questions très intéressantes sur l'âge des candidats et candidates. Donc, il n'y a pas de contraintes particulières. En fait, quand on dit jeune recherche, pour nous, ce n'est pas discriminant de l'âge des personnes, mais c'est la jeune recherche dans la carrière, en fait, par rapport aux chercheurs et chercheuses confirmés qui, eux, ont une expérience et déjà une carrière. Lorsque on vous a mentionné la possibilité d'adjoindre au dossier de candidature une lettre, alors une lettre obligatoire du directeur de recherche, de la directrice de recherche qui va diriger la thèse en France, mais aussi possiblement comme un atout supplémentaire, une lettre d'un chercheur ou d'une chercheuse à l'étranger. C'est vrai qu'il s'agit de préférence de quelqu'un de l'institution d'accueil, parce que cela montre déjà une projection et des possibilités d'insertion facilitées dans l'institution d'accueil. C'est quand même moins intéressant de livrer une lettre d'un chercheur étranger qui fait des compliments sur votre parcours, mais qui ne nous permet pas, nous, au comité de sélection, de vous projeter dans ce pôle. Donc, c'est un peu ça l'intérêt, c'est de déjà peut-être avoir essayé de nouer des contacts avec le pôle d'accueil. Donc la co-tutelle n'est pas réalisable partout. Là encore, c'est du cas par cas. Voilà, il y a des institutions d'accueil qui ne sont pas amenées à diriger des thèses. Donc oui, la co-tutelle est voilà, elle est envisageable un peu dans tous les cas, mais elle n'est pas demandée par tous les partenaires. Et en tout cas, c'est surtout sur le pôle Canada que ces discussions ont eu lieu. Pas de problème si le dernier diplôme, le M2, a été réalisé il y a plusieurs années et que vous avez fait autre chose entre-temps, et je l'espère, vous pourrez valoriser d'ailleurs cette expérience. Par contre, il y a une question à laquelle je vais peut-être pas répondre et passer la parole à Anouk ou Luis Miguel. Je crois comprendre que parfois le dossier n'aurait pas de diplôme de master, mais un diplôme universitaire, ce qui me paraît peut-être là plus problématique, puisqu'il me semble que il faut un diplôme de master, ne serait-ce que, en tout cas de mon point de vue d'enseignante-chercheuse, pour avoir déjà réalisé un exercice de la recherche, voilà, un échantillon d'exercice de la recherche qui permet de vous projeter comme candidat et candidate potentiels pour un doctorat. Je te laisse répondre, Luis Miguel, sur ce point. Oui, en effet, lorsque Anouk parlait de ce diplôme de master, c'est uniquement que comme la fabrication des diplômes parfois tarde, donc on comprend bien que parfois vous aurez seulement accès soit à une attestation de fin d'études, soit à un relevé des notes, mais toujours est-il qu'il faut avoir en tout cas fait un master 2 recherche pour pouvoir prétendre à une inscription en thèse. Et ça, c'est simplement parce que lorsque vous allez faire votre inscription en thèse, c'est un des critères obligatoires dans toutes les universités. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous, on prend les mêmes critères. Pour pouvoir vous inscrire dans une université, vous devez avoir accompli ce master. J'en profite pour compléter certaines infos données par Laurence. Donc, quelqu'un parlait du CEMCA ou parlait d'Amérique centrale. Et le CEMCA, qui est notre partenaire UNIMIFRE et au Mexique, est un centre qui travaille sur le Mexique et sur l'Amérique centrale. Donc, c'est centre d'études mexicaines et centra-américaines. Voilà, pour compléter. Donc, et c'est la même chose pour l'IFEAC qui porte sur les études andines. Après, il y a évidemment toutes les autres contraintes et difficultés dont il faut tenir compte pour la réalisation des terrains en dehors du pays dans lequel vous serez amené à être, donc Lima ou Ciudad de México. Mais bon, tout ça, c'est à justifier dans votre projet. La faisabilité, c'est l'un des critères, évidemment, que sera évalué dans ce processus. Donc, par exemple, la doctorante actuelle qui est sur le pôle Lima, elle travaille sur l'Équateur.
et ça pose des défis. Donc, mais ça peut se faire. Donc, c'est uniquement pour vous alerter sur cette question. Donc, ça dépend aussi du type de partenaires que nous avons. Et là, en l'occurrence, nous avons des partenaires qui ont un rayonnement régional. Ensuite, il y a les sujets de recherche sont évalués par le comité de sélection, donc le jury, mais aussi par des évaluateurs externes, donc des pairs, des collègues, enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheurs, qui vont examiner, donner un avis un peu anonyme sur vos projets. Et ensuite, sur ce qui concerne les dépenses, donc vous aurez un salaire qui répond aux mêmes critères de tous les salaires de contrats doctoraux en France, mais vous avez aussi accès à d'autres aides au sein de vos universités. Chaque université dispose des aides à la mobilité et d'autres types d'aides auxquelles vous devez candidater. Donc ça concernera évidemment votre lien avec votre direction de thèse et vos laboratoires de rattachement. Ensuite, la question de diplôme, on a déjà répondu. Et Laurence, tu veux continuer? Oui, je veux bien continuer. Il y a des questions un peu techniques sur, un peu les périmètres du contrat, donc je vais y répondre. Oui, donc le contrat Institut des Amériques, qui est un contrat, du ministère en fait, est effectivement, reversé à l'université d'inscription, hein, et c'est ensuite elle qui rémunère le doctorant ou la doctorante. Il y avait une question, là-dessus et ensuite, donc en fait, ça fonctionne vraiment comme un contrat doctoral entre guillemets «normal» et qui est pas en mobilité et de la même manière, le contrat dure 3 ans comme tous les contrats doctoraux en France et si on n'a pas fini sa thèse au bout des 3 ans, bah, on fait voilà comme tous les autres doctorants et doctorantes à qui ça arrive, ce qui est tout à fait fréquent, c'est-à-dire qu'on doit trouver, d'autres financements à l'issue des 3 ans en devenant, ATER, voilà, en prenant un emploi, voilà. Donc ça, c'est pas différent, je dirais, voilà, de la situation d'un autre, doctorant ou doctorante en contrat. Et puis l'autre question à laquelle je voulais répondre, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions sur les co-tutelles, les co-directions, donc c'est un peu difficile de répondre au cas par cas, mais globalement, je vais essayer de simplifier. Il n'y a pas d'exigence. Donc, vous pouvez présenter un dossier sans aucune co-tutelle et co-direction. Voilà. Vous regardez les différents doctorants qui sont actuellement financés, vous verrez que c'est le cas fréquemment. Ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que d'un point de vue scientifique, il est parfois tout à fait intéressant d'avoir une codirection, voilà, pour avoir un encadrement qui soit bicéphale avec 2 séries de compétences. Donc si ça se justifie scientifiquement, il est tout à fait intéressant de pouvoir faire une codirection ou une co-tutelle. Je vous invite à regarder la différence entre les deux. La codirection, c'est une inscription dans une seule université, donc ça sera une université en France, hein, celle où vous serez inscrit, et la codirection vient en complément uniquement scientifique. Mais c'est quand même reconnu. La co-tutelle, elle, la différence, c'est qu'on est inscrit dans 2 universités. Donc c'est une procédure beaucoup plus lourde, qui va engager un certain nombre de frais certainement, c'est le cas en tout cas pour le Canada, qui va engager aussi un certain nombre d'exigences, qu'il faudra parfois négocier. Par exemple, faire la formation doctorale dans les 2 universités dans lesquelles on est inscrit, c'est possible. Même si Luis Miguel l'a bien rappelé, dans beaucoup d'universités françaises, la formation doctorale est un peu négociable, au sens où si on suit une formation ailleurs que dans son université, ou alors qu'on développe une animation scientifique, ça peut compter, hein, et ça peut être reconnu et validé comme formation doctorale. Donc là, c'est très important pour vous, doctorants et doctorantes, d'être bien accompagnés par un directeur et une directrice de thèse qui est prêt ou prête à réfléchir, aménager, négocier, discuter, vous renseigner. C'est important d'être bien accompagné, vous ne devez pas être seul. Et donc cette co-tutelle, elle a un certain nombre, vous voyez, de difficultés possibles, mais bien évidemment, elle a aussi des avantages qui est qu'on a un diplôme reconnu dans 2 pays. Voilà, j'ai essayé de schématiser un peu, mais en tout cas, pour candidater à l'Institut des Amériques, là, à la session 2026, il n'y a pas d'exigence. D'autant que, et c'est le dernier point, la co-tutelle, ou la codirection d'ailleurs, peuvent être mises en place. Alors, il y a des délais, il faut les voir dans chaque université, là, je ne peux pas me prononcer, mais on a toujours un délai d'au moins 6 mois
pour les mettre en place à la suite de la validation du contrat et de l'inscription en thèse. Je rappelle que l'inscription en thèse, elle ne se fait qu'en septembre-octobre dans les universités. Donc, quand je dis 6 mois, voilà, on a encore du temps à l'automne, si éventuellement on est titulaire du contrat Institut des Amériques, pour mettre en place, je ne dis pas préparer, mettre en place la codirection et la cotutelle. Il faudrait l'avoir préparé avant et avoir pris des contacts. J'espère que ça répond aux questions, hein. C'est un peu difficile, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers, donc j'essaye de faire des réponses très génériques. Et merci par rapport à ce sujet, Béatrice Collignon, qui est en ligne et qui est la enseignante-chercheur à l'Université de Bordeaux et qui est la référente IDEA pour ce pôle, rappelle également que si ces co-tutelles sont préconisées par notre partenaire, l'Université de Montréal, c'est en raison des difficultés administratives pour l'obtention d'un visa qui soit plus durable, qui permette de faire des longs séjours. Et il rappelle également le fait que la co-tutelle, en tout cas dans l'espace canadien, mais ça va aussi parfois pour d'autres aires en Amérique, dans les Amériques, nécessitent un temps. Enfin, ils viennent avec d'autres conditions, parfois des conditions de formation. Et donc, au Canada, ces conditions de formation, enfin, ces besoins de formation peuvent aussi parfois être un peu pesants. Donc, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte dès le début, de bien discuter avec sa direction de thèse, de bien se renseigner. Nous, on a déjà eu quelques informations là-dessus, mais n'hésitez pas à continuer à approfondir cette question concernant le Canada. Je vais peut-être répondre à quelques questions ponctuelles, notamment, concernant le niveau de langue. Donc on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de certificat de langue demandé, donc de niveau, on va dire, fixe. Par contre, le projet de thèse est à remplir à la fois en français et dans la langue du pôle, et il y aura, lors des auditions, une question au moins dans la langue du pôle. Donc il faut être en capacité de remplir à la fois son dossier en espagnol, par exemple, et de répondre à des questions en espagnol, et ce sera pris en compte par le jury. Par contre, vous n'avez pas de certificat de langue à nous donner. Il y a aussi eu plusieurs questions sur les frais d'inscription. Il n'y a pas de frais d'inscription à payer dans l'université partenaire, à moins que vous fassiez le choix d'une co-tutelle, qui dans ce cas implique, comme le disait Laurence, une inscription à la fois en France et au sein de l'université partenaire. Si vous ne faites pas de co-tutelle, il y a seulement les frais d'inscription de votre université de rattachement en France qui seront à payer. J'ai aussi vu plusieurs questions sur les disciplines auquel donc cet appel était ouvert. Donc j'ai vu une personne qui demande si le droit fait partie des SHS. Oui, donc on a déjà eu des projets de thèse en droit. Pour d'autres disciplines pour lesquelles le lien avec les SHS est moins évident, la question est aussi celle de: est-ce que vous êtes rattaché en fait à une école doctorale, est-ce que vous de SHS? Est-ce que vous avez une direction de thèse en SHS? En fait, tout va dépendre aussi de votre inscription à l'université. Et donc, en fait, on sait qu'il y a parfois des projets de thèse qui sont à la croisée de plusieurs disciplines, notamment entre les sciences humaines et sociales et les sciences expérimentales. Mais donc, tout dépend de votre inscription, de la tournure de votre projet de thèse, de votre direction de thèse et de la façon dont ce projet est présenté. Voilà. Il y a aussi des questions concernant les notes des personnes qui ont fait des masters à l'étranger. Non, il n'y a pas de nécessité de convertir vos notes selon le système de notation français, ou pour certains et certaines qui ont fait des formations où ils n'avaient pas de notes. Tant que vous avez une attestation de réussite et donc que vous avez validé un M2, cela ne posera pas problème. Il faut simplement qu'il y ait suffisamment d'éléments dans votre dossier de candidature pour permettre au comité de sélection de jauger votre réussite au sein de ce master, je dirais. Une autre question concernant la codirection. Est-ce que vous devez fournir un document en particulier? Non, simplement indiquer dans votre dossier de candidature qui seront vos directeurs, directrices de thèse, et qu'ils aient eux-mêmes signé ce dossier de candidature prouvant donc leur engagement à vous diriger si vous étiez sélectionné pour ce contrat. Voilà, pour la suite, je laisse la parole à Luis Miguel. On va continuer à regarder un peu quelles questions n'ont pas été
qui n'ont pas encore reçu des réponses. Donc, les études, il y a au moins 2, 3 questions sur les études comparées. C'est possible. Tout va dépendre évidemment de la justification de la présence sur le pôle. Donc, si vous envisagez une comparaison France et un pays ou plusieurs pays de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Nord, Amérique centrale aux Caraïbes, il faut que vous puissiez justifier la faisabilité, l'intérêt de la comparaison, euh, l'intérêt scientifique, je veux dire, de la comparaison. Ça doit être bien, bien construit. Et si c'est une comparaison avec l'Amérique latine, par exemple, et Afrique, c'est également possible. Mais encore une fois, comme vous allez faire des missions de longue durée quand même en Amérique latine, bah, il faut pouvoir justifier comment vous allez faire pour faire le terrain africain. Est-ce que ça va passer par l'appropriation ou la circulation des connaissances techniques, savoirs, etc. africains et en Amérique latine? Est-ce que vous allez faire une enquête multisituée? Tout ça, c'est à justifier dans le projet. Donc, c'est pas écarté, ça peut être même un atout, mais il faut pouvoir bien justifier sur le plan scientifique et logistique et la faisabilité et l'intérêt scientifique en même temps. Alors, Je peux prendre le relais si tu veux pendant que tu regardes d'autres questions. Donc, par rapport à certaines questions aussi, je voudrais vraiment, repréciser, c'est très important. En fait, donc pour obtenir un contrat doctoral, on ne peut pas être déjà inscrit en thèse. C'est vraiment très important. Ce contrat doctoral, c'est pas un financement d'une thèse déjà amorcée, hein. Mais je comprends la question parce que quand on est en thèse, on doit trouver des financements. Donc comme un contrat doctoral dans une université, c'est vraiment quelque chose qui est initié avec le contrat doctoral. Et comme un contrat doctoral dans une université, on peut effectivement repostuler d'une année à l'autre. Ça, je vois pas d'empêchement. Mais par contre, bon, il faut que ce soit justifié parce que normalement, le projet de candidature, il est quand même très ancré dans un pôle en particulier avec des justifications. Mais effectivement, pourquoi pas, selon le sujet, on peut envisager de repostuler une année suivante si on l'a pas eu cette année. Et puis vous constatez que le calendrier, hein, de l'Institut d'Amérique est très, c'est vrai que c'est très tôt, ça peut paraître très tôt le mois de mars, mais en fait c'est pour permettre aux futurs doctorants et doctorantes voilà, si toutefois ils n'obtiennent pas le contrat doctoral à l'Institut des Amériques, de participer ensuite à la campagne des contrats doctoraux dans les universités, où là, en général, le dossier est à rendre pour environ début juin. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, la campagne est assez tôt dans l'année, mais cela ne dispense pas d'avoir un projet de thèse tout à fait fourni, tel qu'il est demandé, hein, dans le dossier de candidature. Cela oblige aussi, donc ça c'est très important, à avoir un master 2 obtenu. Et donc ça, c'est pareil pour les universités, hein. C'est-à-dire que un master qui va être soutenu en septembre, ce n'est pas possible en fait. Ça ne fonctionne pas avec le calendrier des contrats doctoraux, ceux de l'Institut des Amériques comme ceux des universités, puisque dans les universités aussi, lorsqu'on présente un contrat doctoral en juin, eh ben, il faut avoir fait en sorte que la soutenance du master 2 de recherche ait eu lieu. Quelqu'un a posé une question sur un master qui n'est pas un master recherche, qui est un master pro. Donc, peut-être que vous aurez des compléments, Luis Miguel et Anouk, mais en tout cas, pour moi, en toute transparence, en tant que membre d'un comité de sélection de contrats doctoraux, ce qui m'importe, et à mes collègues, c'est de pouvoir évaluer le dossier. Et donc, il est quand même important d'avoir un échantillon de recherche, quelqu'un qui a fait ses preuves et qui a eu l'expérience déjà de la recherche dans un master recherche et qui sait que ça lui plaît. Et puis, voilà, qui a déjà rencontré quelques-uns des défis de la recherche dans l'exercice d'un master recherche et qu'on puisse donc évaluer la capacité de cette personne à porter un contrat sur 3 ans, à réaliser une thèse qui présente aussi un certain nombre de défis. Et donc, je dirais que c'est un peu la même chose pour toutes les questions qui ont été posées sur les notes qui viendraient de l'étranger ou qui viendraient d'institutions en France qui ne délivrent pas de notes sur 20.
Ce qu'il faut que vous permettiez au comité de sélection, c'est vraiment d'évaluer la solidité de votre profil et pour le dire très franchement, votre capacité à mener une thèse en 3 ans ou en 4 ans ou en 5 ans. Parce que voilà, il y a pas de mauvais esprit là-dedans, mais réaliser une thèse, ce n'est pas si facile. Et donc, c'est vraiment à vous de donner tous les éléments possibles au comité de sélection pour évaluer la solidité de votre dossier et qu'on soit vraiment convaincu, non seulement du mérite de votre sujet de thèse, qui est souvent le cas, on n'a pas d'a priori, mais que vous êtes en capacité de réaliser, que vous avez pris la mesure de ce que c'est que réaliser une thèse, de ce que c'est que partir en mobilité et de ce que c'est que de proposer une animation scientifique. Donc vraiment, dans un très bon esprit, l'idée, c'est de nous assurer que tout va bien se passer pour vous et aussi auprès de nos partenaires. Hein, c'est très important puisque vous représentez l'Institut des Amériques et la recherche française, rien que ça, dans le pôle international dans lequel vous êtes en mobilité. Donc voilà, dans cet esprit-là, à vous de monter des dossiers qui ne seront pas les mêmes pour les uns et les autres, mais qui donnent au comité de sélection voilà, tous les éléments pour être rassuré. Voilà, j'espère que ça peut permettre de répondre à tous les cas particuliers hein, qui sont tout à fait intéressants, évidemment. Voilà pour les quelques questions que j'avais notées. J'avais quelques questions par rapport à la durée. Donc, encore une fois, le message est les suivants. La durée des séjours, donc on indique toujours une durée moyenne. Parfois, certaines conventions avec les partenaires précisent une durée même minimale, mais tout ça, c'est à discuter avec les référents idéaux, les référents de l'université ou du partenaire sur place. Donc, ça va dépendre aussi des questions logistiques, les demandes de visas. On sait que l'année dernière a été très, très difficile pour l'obtention des visas pour certains pays des Amériques, que certains pays ont bloqué pendant un moment l'accès à ces visas. Donc, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre si vous avez un complément de service, que vous avez réussi à obtenir des charges d'enseignement. Donc, la distribution, ça va se faire aussi sur les 3 ans. Donc, tout ça, ça peut être discuté. La durée du travail par jour. Et, nous avions eu un retour d'un coordinateur en cours et qui, au début, s'inquiétait aussi du temps qu'il allait passer pour l'IDEA. Son retour est assez positif parce que nous faisons très attention à l'IDEA et à cet équilibre entre la réalisation de la thèse, qui est finalement l'objectif ultime, donc en tout cas de ce financement, de mener une thèse, avec des terrains des longues durées sur les Amériques, avec un ancrage fort dans les Amériques, et le travail d'animation du pôle. Ce travail d'animation du pôle n'est pas unique, c'est un travail aussi qui va enrichir vos profils, votre carrière, puisque ce sont des compétences qui vous seront demandées, que vous continuez dans le milieu de l'enseignement supérieur, la recherche, à la suite de vos études, de votre doctorat, ou non. Donc, c'est une question d'organisation du temps. Et nous avons une formation pour ça, justement, prévue en juin, mais nous avons un accompagnement, Kanouk et moi, et aussi avec Laurence et les systèmes des référents et tout cet écosystème qui gravite autour de ces pôles pour justement vous permettre de mieux affiner ça, de faire attention s'il y a des moments où le travail, par exemple, et Anouk a parlé des journées des jeunes américanistes qui sont organisées tous les ans, mais une fois par le pôle Mexique, une fois par le pôle Lima. Et donc, évidemment, il y aura des périodes où il y aura beaucoup plus d'activités d'animation scientifique, d'autres périodes où vous serez presque entièrement concentré à la réalisation de votre thèse. Tout ça, c'est à voir, à discuter. Donc, ça, c'est l'élément important qu'il faut retenir. Et donc, un projet abouti, effectivement, la question d'un projet abouti, évidemment, c'est un projet, donc ça va changer. Ça va changer, votre projet de thèse va changer, votre retour planning va changer, mais plus votre projet est bien construit, bien précis, mieux il va pouvoir être reçu, compris, évalué par les évaluateurs externes, par les comités de thèse. Donc, ne pensez pas que le projet va se dérouler tel que vous le concevez. Et ça arrive rarement, notamment en sciences humaines et sociales.
et surtout lorsque vous faites des enquêtes de terrain, donc vous allez voir et avec les missions d'animation, du coup, ça va évoluer et c'est justement la raison pour laquelle cet accompagnement et que nous faisons est si important. Je vais enchaîner, Luis Miguel, parce que j'ai revu plusieurs questions sur voilà, cette question de l'ancrage dans le pôle, mais l'objet de recherche qui est pas forcément exactement celui du terrain. J'y ai déjà répondu, mais je voudrais vraiment redire que l'Institut des Amériques a un objectif important d'avoir une approche transaméricaine, hein, et trans-territoire, trans-espace culturel. Donc vraiment, n'hésitez pas, mais c'est à vous de monter un dossier qui montre que même si votre objet de recherche, terrain de recherche n'est pas exactement situé au sein même du pôle géographiquement, vous voyez des liens possibles, des articulations, des conversations possibles. Et puis, encore une fois, faites preuve de réalisme par rapport aux déplacements que cela pourrait nécessiter. Et puis, j'ai quand même voilà, je pense que par exemple sur le pôle Caraïbes, c'est très important parce qu'on voudrait vraiment encourager des dossiers qui ne sont pas nécessairement avec un objet qui serait un objet dominicain. Néanmoins, il va falloir proposer des animations à nos partenaires en République dominicaine. Et bien entendu, pour revenir aussi sur la question de la langue, là encore, ça peut être différent dans les différents pôles, puisque, bon, évidemment, le Canada est francophone, donc on peut se dire pas besoin de parler anglais, pas besoin de parler espagnol. Mais il faut aussi bien voir que à l'Institut des Amériques, on encourage cette circulation entre les chercheurs-chercheuses et la circulation des événements, des publications. Donc, c'est vrai que si on ne maîtrise, par exemple, que la langue française, ça paraît quand même assez compliqué de s'insérer dans les dynamiques de l'Institut des Amériques. Même si le pôle Canada en lui-même, on peut survivre en ne parlant que français, mais vous voyez, c'est pas la même problématique. Et je dirais que pour la zone Caraïbe, voilà, on est très intéressé à l'Institut des Amériques par le fait que cette zone caribéenne est multilingue, mais il faut aussi voir que le coordinateur ou la coordinatrice va nécessairement passer du temps en République dominicaine et organiser des choses avec des partenaires locaux. Et donc, la maîtrise de l'espagnol me semble indispensable pour pouvoir y vivre et y proposer des missions qui soient, voilà, qui soient solides. Donc, essayez de bien penser ces configurations qui, encore une fois, vont vous être individuelles en fonction de, voilà, de votre profil personnel, votre sujet et le pôle que vous visez. Et faites en sorte que votre dossier soit lisible et solide de ce point de vue-là aussi. On n'est pas je sais que les réponses sont peut-être frustrantes parce qu'on ne veut pas encourager un seul type de profil. Au contraire, on est intéressé par tous les parcours possibles, mais il faut qu'on puisse vous projeter dans un contrat qui soit un succès, en fait. Et donc, donnez-nous tous les éléments possibles pour le faire, à la fois sur le dossier écrit dans la présélection, puis bien sûr, après, il y a des auditions où là, c'est quand même sous la forme d'un dialogue, donc c'est plus facile. Alors, Luis Miguel a rappelé tout à l'heure que les auditions se tiennent en distanciel, hein, ce qui permet à toute personne où elle se trouve de participer au processus de recrutement. Maintenant, je dois dire de manière très ferme que si on accepte un contrat doctoral de l'Institut des Amériques, qui se situe donc dans l'environnement, hein, le paysage académique français, il faut aussi tenir compte des contraintes que cela peut comporter. On essaye de ne pas être trop contraignant. On vous l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on n'est pas dans les Amériques, on n'est pas obligé d'être à Paris. C'est évident qu'on ne va pas exiger des personnes d'avoir un logement à Paris pour quelques mois par an. En revanche, il y a quand même des contraintes qui sont vraiment incompressibles, incontournables. Et donc, j'insiste très fortement sur le fait que la formation au mois de juin se situe dans les locaux de l'Institut des Amériques et est un moment déterminant et obligatoire en présence. Malheureusement, nous n'avons pas de fonds pour financer cela, mais c'est un moment vraiment très important pour lancer le contrat, pour faire connaissance. Nous allons ensuite travailler ensemble pendant 3 années, donc c'est très important. Et aussi vous donner toutes les clés, hein, en vous faisant rencontrer des coordinateurs, coordinatrices, voilà, en rencontrant souvent les directeurs et directrices de recherche. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir et qui, voilà, je ne veux pas avoir l'air injuste, mais
mais l'idée, c'est vraiment de lancer le contrat sur des bases qui vont assurer son succès. Et c'est pour ça que voilà, je vous invite à vraiment vous assurer que si vous acceptez un contrat Institut des Amériques, vous puissiez être présent fin juin sur 3 journées à Paris. Et voilà, on fait Pour la formation, je pour la précise formation simplement que de 3 jours. nous avons un petit budget pour les mobilités internes en France. Oui. Donc, ça, c'est Voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, bien dialoguer avec nous dès que vous éprouvez des difficultés ou vous voulez solliciter de l'aide, car on est toujours à l'écoute, mais voilà, on peut pas non plus promettre des financements à tout le monde, hein. C'est des contraintes qui sont les nôtres et qu'on regrette, bien sûr, hein, mais avec lesquelles nous devons composer. Alors, une précision par rapport à plusieurs questions. Évidemment, pour la temporalité, évidemment, vous ne pouvez pas être encore inscrit à l'université. Donc, ce qu'on demande, c'est plutôt une lettre de votre direction des thèses et du labo, enfin de l'unité à laquelle vous serez rattaché, qui confirme le soutien qu'ils vous apporteront si vous obtenez le contrat doctoral fléché IDEA. Donc, je répète, vous n'êtes pas encore inscrit parce que les inscriptions se tiennent après, notamment en septembre, octobre, les inscriptions pédagogiques, administratives et financières. Mais donc, vous devez vous rapprocher de votre direction des thèses, du laboratoire, de l'unité de l'université. Et donc, ceux qui vont vous fournir les attestations, les lettres, comme quoi ils s'engagent en tout cas à vous accueillir si vous obtenez ces contrats doctoraux. Je précise que pour vous, comme la temporalité de notre appel est un peu plus arrive plus tôt que les autres contrats doctoraux. Ça peut être, si jamais vous n'obtenez pas les contrats doctoraux fléchés IDEA, ce processus vous permet également d'étayer un projet que vous pourrez ensuite présenter aussi aux autres contrats doctoraux d'universités ou d'autres agences qui proposent des contrats doctoraux. Donc, voilà pour répondre à ces questions d'admissibilité à l'université. Oui, alors, il y a eu aussi une question concernant la possibilité de postuler sur plusieurs pôles. Alors, non, enfin, en tout cas, sur l'appel de 2026, vous devez choisir à quel pôle vous, postulez. Et c'est aussi, indiquer pourquoi ce pôle-là, pourquoi c'est pertinent, pour vous, d'aller dans ce pôle. Par contre, si vous avez, par exemple, un sujet de thèse qui, porte à la fois sur, le Pérou et la Colombie et que vous postulez cette année sur le pôle Andin-Lima, que vous n'êtes malheureusement pas sélectionné, vous pouvez postuler l'année prochaine, lors de l'appel à candidature 2027, sur le pôle Andin-Bogota, s'il est bien renouvelé l'année prochaine. Donc vous avez la possibilité de postuler sur plusieurs pôles, des années différentes et si ça fait sens vis-à-vis de votre sujet de thèse, bien sûr. Il y a aussi eu beaucoup de questions sur le nombre de candidatures que nous recevons par pôle. Donc c'est difficile de vous donner un ordre de grandeur parce que ça change et ça dépend beaucoup, des années et des pôles. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'en tout cas au niveau des auditions, le comité de sélection, reçoit entre, 2 et 5 personnes, pour les auditions. Mais donc concernant le nombre de dossiers reçus, c'est difficile de vous donner un ordre d'idée et c'est aussi très variable en fonction des années et des pôles, concernés par le renouvellement. Il y a eu aussi un certain nombre de questions concernant, les lettres, de chercheurs et chercheuses, dans les Amériques. Est-ce que cette lettre doit venir exclusivement d'une personne rattachée à l'institution d'accueil ou est-ce qu'elle peut venir, d'un chercheur ou d'une chercheuse d'une université, du pays, du pôle, par exemple? Donc oui, c'est possible. La lettre, que vous allez joindre à votre dossier est une façon pour vous de montrer que vous avez déjà établi des premiers contacts et que les projets dont vous parlez, qu'ils concernent votre thèse ou l'animation scientifique, dans votre, dossier de candidature, à la fois dans la fiche de renseignement et dans votre lettre de motivation, sont, déjà, soutenus ou du moins intéressent, des, chercheurs et chercheuses, dans le pôle. Bien sûr, on vous invite à privilégier, dans un premier temps, les prises de contact au sein de votre institution d'accueil puisque c'est l'endroit où vous allez, devoir, passer du temps et c'est, les équipes au sein desquelles vous allez, devoir vous insérer. Mais il est tout à fait intéressant, aussi d'avoir, par exemple, pris contact avec un chercheur ou une chercheuse, à l'université de Lima avec, lequel ou laquelle vous pourriez monter un projet, en lien avec votre thèse ou d'animation scientifique et de démontrer au jury que vous avez fait cette, démarche et donc que vous êtes, investi, dans la réalisation de ces projets.
Également des questions quant à la codirection. Est-ce qu'il est possible d'avoir une codirection de la même façon dans une université du pays du pôle, mais pas au sein de l'institution d'accueil? Alors oui, tout est possible. Il y a aussi une question similaire sur la cotutelle. C'est possible, simplement on vous invite à prendre en compte toutes les contraintes et les implications que cela a. Donc, si vous êtes en cotutelle avec une université qui n'est pas, par exemple, par exemple au Mexique, donc université mexicaine, vous allez devoir donc remplir les exigences de cette cotutelle au Mexique et en France et maintenir le lien à la fois avec l'Institut des Amériques, vos deux universités et votre institution d'accueil. Donc, dans le cas du Mexique, le SEMCA, ce qui peut aussi supposer une charge de travail plus importante. Et des contacts réguliers à avoir avec un grand nombre d'interlocuteurs, d'interlocutrices. Donc, on vous invite, au moment de prendre ces décisions, à en parler d'abord avec votre direction de thèse pour bien avoir en tête toutes les implications que cela peut avoir. Mais en tout cas, ce n'est pas rédhibitoire du tout et c'est une possibilité. Euh, donc, voilà. Euh, est-ce... Oui, je peux enchaîner pendant que Oui, tu réfléchis à d'autres questions. Je voudrais, donc je m'adresse, je pense que vous êtes beaucoup de candidats, candidates potentiels en ligne et certainement moins de directeurs, directrices de recherche. Mais je vous invite en tant que candidat à vraiment, voilà, bien demander à votre directeur, directrice potentiel, hein, donc il est dans le dossier que vous allez présenter en début mars, il est important d'avoir un projet de thèse développé, élaboré en concertation avec un directeur ou une directrice de thèse. Bien sûr, ce sera modifiable, perfectible. On sait qu'on est en mars, mais il est important d'avoir déjà noué une collaboration avec cette personne et que cette personne soit familière ou en tout cas ait pris aussi des renseignements sur ce qu'est un contrat Institut des Amériques et sur ce que cela implique pour son futur doctorant ou sa future doctorante, car son accompagnement en sera modifié. Donc, il y a des directeurs et directrices de thèse potentiels qui connaissent bien déjà les dispositifs de l'Institut des Amériques. Il y en a d'autres qui les découvrent et pour qui c'est la première fois qu'ils accompagnent quelqu'un. Nous, on est très heureux de cela. Hein. Plus on a voilà, de nouvelles personnes dans notre réseau et qui participent au dispositif, on s'en réjouit. Mais n'oubliez pas, en tant que doctorant, voilà, de faire un retour de cette réunion à votre directeur, directrice avec lequel vous êtes en train d'échanger, à les inviter peut-être à regarder cette vidéo en utilisant éventuellement le chapitrage s'ils n'ont pas beaucoup de temps, pour qu'ils prennent la mesure de la manière dont ils, d'abord, doivent vous aider à monter votre dossier. On ne monte pas un dossier tout seul. Et d'autre part, la manière dont cela pourra modifier leur accompagnement par la suite. Donc ça, c'est très important aussi que vous puissiez d'ores et déjà voilà, les inviter à être dans cette démarche. Et puis nous, bien sûr, à l'Institut des Amériques, on se tient à la disposition des éventuels directeurs, directrices de recherche qui n'auraient pas trouvé les réponses dans cette vidéo. On répondra rapidement à leurs questions si c'est un dispositif qu'ils sont en train de découvrir. Alors, pour la question concernant, on a déjà parlé un peu de poids entre projets, du lien entre projet de thèse et l'université d'accueil. Un encadrant sur place, on a déjà parlé des encadrants. Et pour le salaire, le financement, la prise de prise de billets d'avion d'aller-retour, ça a déjà été évoqué. Pour la question des assurances, ça concerne du coup les lauréats, donc qui devront prendre à leur charge cette assurance de santé. Donc nous disposons des informations et nous avons recueilli, enfin collecté les informations des différents lauréats et lauréates précédents. Donc pour vous faciliter la tâche, mais ça c'est à votre charge. Et c'est le cas, en tout cas, dans tous les universités en principe. Lorsque vous faites une mission, on vous conseille de prendre une assurance. Et l'ordre d'émission dans tous les cas de vos universités, en principe et fonctionne comme une sorte de première assurance pour votre rapatriement. Donc ça, c'est à voir avec chaque université de rattachement. Mais sachez que lors des missions, lorsque vous déclarez une mission à l'étranger, vous voyagez, en tout cas en tant que représentant de cette université, à ce titre, bah, vous avez droit à certaines choses.
Les contrats doctoraux et un contrat de travail depuis bien longtemps. Il ne s'agit plus d'une bourse de thèse comme c'était il y a bien longtemps. C'est un contrat à temps plein, donc en principe incompatible avec un autre contrat d'une durée importante, que ce soit dans le service public ou non. Et si vous êtes entrepreneur, normalement, ça peut, et c'est complété, mais vous devez le déclarer à votre employeur, donc à savoir votre université de rattachement. Est-ce qu'on peut remontrer la diapo, précédente avec les pièces, hem, sur, avec, voilà, lettre de recommandation du directeur de thèse, potentiel, et on n'a pas mis, le D parce que le D c'est dans le formulaire ou? En fait, l'école doctorale, il n'y a pas de lettre de l'école D'accord. doctorale, c'est une signature, Une signature. fiche de renseignement. Très bien. Donc, il y a eu Oui, une c'est ça. question, à ce propos. Oui. Donc comme on l'a déjà, indiqué, Mmh. simplement, donc avoir discuté de cette candidature avec votre école doctorale et que le responsable de votre école doctorale ait signé la fiche de renseignement pour indiquer que dans le cas où vous seriez sélectionné par l'IDEA, Mmh. ils produiront, enfin votre université, de rattachement produira un contrat doctoral au même titre que les doctorants, recrutés par l'université elle-même. Mais donc c'est bien, oui, une signature et pour, la direction de thèse, c'est une signature et une lettre. Il y a aussi une question sur est-ce qu'il devait y avoir une signature des 2 directeurs et directrices de thèse, dans le dossier? Alors idéalement, oui, mais ce qui est obligatoire, c'est d'avoir au moins un directeur ou une directrice de thèse, qui soit rattaché à une université, membre, du réseau, IDEA, donc et à une discipline des SHS. Donc si vous n'avez pas la confirmation de votre codirection au moment de la clôture des candidatures, ce n'est pas un problème. Idéalement, si elle est confirmée et que vous pouvez obtenir les 2 signatures, bien sûr, c'est mieux. Mmh. Là aussi, je dirais si les personnes qui sont vos contacts, au sein de l'école doctorale, ou voilà, où les disciplines peuvent être très variées, peut-être ne connaissent pas le dispositif contrat doctoral de l'Institut des Amériques, ils peuvent aussi nous contacter pour, voilà, être rassurés sur, le fonctionnement, puisque en fait, ils vont s'engager à vous fournir un contrat doctoral si vous obtenez le contrat doctoral IDEA, parce qu'ils auront les financements, hein, et c'est ça qui leur importe. Donc si toutefois, voilà, l'école doctorale, ne connaissait pas le dispositif et avait besoin d'éclairage, vous n'hésitez pas à les renvoyer vers nous, mais ça peut être aussi le rôle du directeur ou de la directrice de thèse de jouer cet intermédiaire. Et il y a une question sur des thématiques spécifiques. Donc, encore une fois, l'important, c'est que la thématique soit inscrite dans l'une des disciplines des sciences humaines et sociales. Donc, tout à fait, un projet sur l'adaptation aux territoires indigènes, autochtones, au tourisme, peut être un sujet de thèse au sein de l'économie sociale, par exemple. Donc, ça peut être aussi un projet de thèse en anthropologie ou en sciences de la gestion. Donc, ça rentre tout à fait dans les cadres des sciences humaines et sociales, et à condition que ça ne soit pas un projet, encore une fois, et, inscrit dans une faculté, je ne sais pas, d'ingénierie ou d'autres types des disciplines scientifiques. Concernant les montants bruts, oui, enfin, actuellement, à partir du 1er janvier 2026, c'est 2 300 € bruts par mois. C'est enfin, l'arrêté qui fixe la rémunération des contrats doctorants en France. Et donc, comme je disais, ces montants ont été revalorisés ces dernières années parce il était gelé pendant plus longtemps, et donc et il a sensiblement augmenté puisqu'il était en dessous des 1 800 1 700 € il y a quelques années. Donc, chaque année, ça a augmenté. C'est la dernière, en tout cas, phase des revalorisations jusqu'au moment, actuellement.
Peut-être, quelques dernières réponses, et je pense qu'on s'achemine vers la fin, hein, de la réunion. Sur la question des visas, c'est vrai que c'est une question très importante. Donc, soyons réalistes. L'IDEA n'a pas le pouvoir de réduire, les délais de visa, ça c'est impossible. Par contre, bien entendu, vous êtes accompagnés sur les démarches, vous bénéficiez des retours, voilà, d'expérience des précédents coordinateurs, coordinatrices, et surtout, nos partenaires à l'étranger, qui sont ceux qui émettent, hein, les documents pour vous permettre d'obtenir un visa de résidence dans ces différents pays, selon les différents statuts de visa, voilà, sont très réactifs, sont en lien permanent avec nous. Donc voilà, il y a cet accompagnement, mais je vais le dire aussi, pour que vous puissiez vous projeter. Évidemment, ça dépend des destinations, mais lorsqu'on obtient le contrat, de l'Institut des Amériques en juin, on fait la formation fin juin, on s'inscrit en thèse en septembre-octobre, donc on peut commencer les démarches de visa durant l'été. Voilà, il est très rare de partir, dès septembre-octobre, dans le pays, de mobilité. On vise, même, parfois de manière assez réaliste, le mois de janvier, pour avoir eu le temps, de tout, organiser. Les démarches de visa dans toutes les destinations aujourd'hui d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Amérique centrale, c'est très complexe, et ça, on n'a pas de pouvoir de réduire, ces délais et cette complexité. Par contre, voilà, c'est ce qu'on partage avec vous d'ailleurs ici et à la formation, hein, c'est d'être réaliste là-dessus. Et à la limite, si on sait que dès le premier semestre, hein, de l'obtention du contrat, c'est un peu difficile de partir, on peut prévoir un semestre d'enseignement à ce moment-là, et carrément se dire que on part seulement en janvier, après obtention du contrat. Tout ceci, bien sûr, n'est pas figé, hein, c'est à décider, à discuter. Mais bon, voilà, la complexité des procédures de visa est quelque chose qui fait partie de la réalité du monde de la recherche et des personnes que nous sommes, qui voyageons et faisons des séjours de longue durée, hein, dans les pays d'Amérique. Donc ça, c'est quelque chose qui est malheureusement la réalité, hein, de notre circulation personnelle et scientifique. Il lui reste 4 questions qu'on a déjà répondu à peu près, donc on vous invite ensuite, à regarder la vidéo, à visionner la vidéo lorsqu'elle sera mise en ligne sur le site, de l'IDEA pour ces questions. Je complète uniquement ce qui manque donc dans ces questions. Donc, oui, ce type de participation à des stages, au sein des organismes, ça peut être valorisé. Donc, ça, c'est dans la présentation de votre parcours et de votre CV que vous pourrez développer ça. Ça, c'est une manière de montrer en fait que vous avez des compétences, en tout cas pour l'organisation d'activités, et ça peut être tenu en compte dans l'évaluation. En revanche, si vous envisagez d'utiliser des méthodologies de style analyse des médias sociaux ou analyse des réseaux sociaux, il faut pouvoir bien justifier l'intérêt de faire des missions de longue durée dans un des pays qui sont concernés cette année. C'est-à-dire, si vous pouvez faire tout depuis la France, du coup, votre dossier est moins pertinent, en tout cas pour un pôle, que d'autres dossiers. Donc, il faut pouvoir bien justifier à chaque fois l'ancrage dans la région à laquelle vous allez y aller. Et pour le CMK n'est pas une université, on le répète, c'est un UMIFRE, c'est un laboratoire en gros, un laboratoire mixte. Donc, il ne dispense pas des cours, donc il n'y a pas d'obligation de cours. Lorsqu'on parlait d'obligation de cours, c'était uniquement dans les cas où vous envisagez de faire une co-tutelle avec l'une de nos universités partenaires, donc Georgetown à Washington, l'Université à Montréal au Canada, et l'université São Paulo au Brésil, par exemple. Donc, c'est uniquement dans ce cas, lorsque vous faites une co-tutelle, vous avez des obligations de suivre des formations, mais c'est uniquement dans ce cas. Et pour le bourse de Crous, je ne sais pas, parce qu'à partir du moment où vous avez un contrat doctoral, je ne crois pas que vous continuerez du coup à répondre aux critères des sélections de la bourse Crous, puisque vous êtes salarié. Et donc, mais bon, encore une fois, les contrats doctoraux, enfin, le financement des thèses, en tout cas, depuis plusieurs années, bien longtemps, ce ne sont plus des bourses doctorales, ce sont des contrats, des pleins droits qui ouvrent des droits au chômage,
qui ouvre les droits à des congés payés, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment un contrat. Donc et ça, ce sera à voir avec vos universités de rattachement. On rappelle que nous, on fait le lien avec votre université pour verser le financement qui nous a été octroyé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Mais ce sera ensuite avec les services RH de votre université que vous devrez voir ce type de questions. Les questions de la durée, en tout cas l'alternance, ça a déjà été évoqué. Donc, encore une fois, pour rappeler simplement, ce sera de discuter avec les référents, avec nous, avec les directions de thèse, et ça dépendra aussi des conditions d'obtention de visa. Mais l'idéal, évidemment, c'est que vous puissiez passer et faire des missions de longue durée dans les Amériques. Ça, c'est évidemment le cœur et l'objectif même et l'intérêt même de ces contrats doctoraux. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais, pouvoir, conclure cette, session d'information sur les contrats doctoraux de l'Institut des Amériques, hein, pour, 2026-2029. Je remercie, vraiment toutes celles et ceux qui ont participé. Je vous remercie pour vos questions très utiles, hein, et qui, voilà, qui auront permis, certainement de répondre à des interrogations de l'ensemble de ceux qui étaient connectés. Et je remercie aussi très chaleureusement Anouk Vinci et Luis Miguel Camargo qui m'ont aidé à préparer cette réunion et qui sont voilà, très des accompagnateurs tout à fait patients et très compétents, hein, pour tous ces dossiers autour des contrats doctoraux. Et puis j'espère que voilà, nous nous retrouverons autour de beaux dossiers de candidature. Et encore une fois, je vous remercie de votre participation et de votre intérêt pour l'Institut des Amériques. Au revoir à toutes et tous.